La mer de Chine méridionale, théâtre d'un conflit ouvert entre Pékin et Washington, un couloir maritime au sud-est de la Chine où transite un tiers du trafic commercial mondial. Ces eaux, entre les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et le Brunei, sont disputées pour leur emplacement stratégique en Asie. La Chine y renforce ses positions militaires. De son côté, Washington souhaite garder son influence. Depuis la conférence annuelle de Singapour pour la sécurité en Asie, le ministre américain de la Défense riposte et dénonce une intimidation. En dépit des affirmations chinoises prétendant le contraire, l'installation de ces systèmes d'armes est liée directement à des usages militaires, à des fins d'intimidation et de contrainte. Malgré les promesses du président chinois en 2013 de ne pas militariser la zone, Pékin développe ses systèmes d'armement depuis le mois dernier. La Chine rejette néanmoins les accusations d'hégémonie en mer méridionale. Elle cherche, dit-elle, à œuvrer pour la stabilité dans la région. Nous ferons entendre la voix de la Chine. Nous diffuserons les concepts diplomatiques du président Xi Jinping et les nouvelles politiques de sécurité, telles que la construction de nouvelles relations internationales et une communauté avec un destin commun. Le 3 janvier 2018, 7000 soldats sont rassemblés pour les vœux du président Xi. Partout en Chine, 4000 sites militaires chinois sont connectés devant son discours. D'habitude, la mesure et la discrétion sont deux qualificatifs qui collent assez bien à la diplomatie chinoise. On peut dire que Pékin n'est pas vraiment coutumier de déclarations fracassantes. Alors, quand le président Xi Jinping évoque la possibilité d'une guerre, on l'écoute avec attention. J'ai engagé les militaires à se tenir prêts pour la guerre. Les Chinois se préparent donc pour la guerre. La raison de cette poussée de fièvre se situe en mer de Chine, un territoire stratégique pour Pékin à plus d'un titre. Déjà parce qu'il sépare la Chine et Taïwan. Pékin considère la Chine et Taïwan comme faisant partie d'un même ensemble. Deux entités chinoises partageant la même culture, la même origine ethnique et des langues reconnues. Reste une différence fondamentale, deux gouvernements séparés. L'un communiste, l'autre capitaliste. Deux idéologies radicalement opposées. La réunification serait-elle la solution ? Rien de tel n'est envisageable. Environ 100 km de mer les séparent, un espace où Donald Trump installe ses navires de guerre. Nous avons exprimé nos préoccupations aux États-Unis. La question de Taïwan concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine et constitue la question la plus importante et sensible pour les relations entre la Chine et les États-Unis. Certains affirment que les États-Unis espèrent voir Taïwan proclamer un jour son indépendance. Et ce n'est pas la récente décision de Washington de vendre pour 330 millions de dollars d'armes à Taïwan qui leur fera dire le contraire. Les ventes d'armes par les États-Unis à Taïwan constituent une violation grave du droit international et des principes fondamentaux des relations internationales. Elles constituent également une violation grave des principes des 3 communiqués communs sino-américains. Cela porte atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. Galvanisé par cette nouvelle aura, Xi Jinping dévoile ses véritables objectifs. En mars 2018, à la surprise générale, il annonce qu'il ne rendra pas le pouvoir comme prévu, mais qu'il modifie la Constitution pour devenir président à vie. Ça a été un grand moment de communication, je crois, pour la Chine et pour le président chinois. Parce qu'évidemment, la Chine est tout sauf favorable à un total libre-échange.
Xi Jinping a déclaré clairement que le communisme était la seule vérité. Le communisme ne doit pas simplement être réalisé en Chine, mais il doit être propagé dans le monde entier. Ce dont on ne s'aperçoit pas forcément à l'étranger, c'est que quotidiennement, la propagande chinoise nous dénonce nos valeurs, essaye de lutter contre tout ce à quoi on croit comme idéaux politiques et idéologiques. Donc on est dans une guerre idéologique frontale, en fait, avec la Chine populaire. Mais c'est une guerre qu'on a du mal à appréhender lorsqu'on n'est pas en Chine même et qu'on ne parle pas chinois. Au moment où nous luttons contre le chômage, 18 milliards d'euros de contrats, c'est de l'emploi, de la croissance. 这次访问期间，双方达成了几十项的协议合同，涉及了许多领域比如核能、航空、汽车、能源、金融。La réaction des différents pays, en général, a été positive avec des degrés. Certains ont été enthousiastes en disant voilà, on va profiter de cette initiative, en disant si c'est une initiative qui permet un développement équilibré du monde, bravissimo. La route de la soie, c'est un projet chinois pour les Chinois, mais aussi pour les autres. Il y a une place pour nous, mais naturellement, ça correspond aux objectifs chinois. La route de la soie, c'est la constitution d'un continent, l'Eurasie. Au fond, c'est le partenariat entre l'Asie et l'Europe. La route de la soie, c'est la colonne vertébrale de ce nouveau continent. L'Amérique a été le centre de gravité du monde. Maintenant, c'est l'Eurasie qui doit devenir le centre de gravité du monde. Il y a dans la tradition chinoise une phrase qui nous revient de temps en temps, « Celui qui possède l'Europe possède le monde ». Le rêve chinois prend ses racines dans l'agression occidentale. Il est donc nécessaire de redresser notre pays et de le rendre plus fort. Nous voulons retrouver la puissance de la Chine impériale. Ce que nous sommes susceptibles de voir, c'est une armée chinoise de plus en plus compétente, de plus en plus redoutable, de plus en plus conquérante et tournée vers l'extérieur. Et ce sera un grand défi pour le monde. C'est au sud de la Chine, en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique, que Xi Jinping a décidé d'affirmer sa puissance militaire en multipliant les démonstrations de force. Juste en face des bases américaines, très présentes dans la zone depuis la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé l'océan Pacifique et encerclé la Chine. Ils n'auraient pas dû faire une chose pareille. C'est malhonnête. D'ici 20 ans, nous aurons forcé les États-Unis à retirer tous leurs navires de guerre de cette région du Pacifique. Depuis 2012, il tente de s'approprier les eaux territoriales et les îles appartenant à ses voisins, comme le Japon, les Philippines, la Malaisie ou le Vietnam. Il revendique une souveraineté historique sur la quasi-totalité de la mer de Chine. Fin 2017, les tensions et les risques de conflit sont à leur apogée. Lorsque Xi installe des bases militaires dans les îles Spratleys et y pose, en plus de son drapeau, des batteries de missiles et des avions de combat, les Américains se sentent trahis. Il y a une chose qui me gêne à propos de Xi Jinping. Quand il était à Washington, on lui a demandé s'il comptait militariser les îles de la mer de Chine du Sud. Il a dit non, je ne veux pas faire ça. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont militarisé ces îles en mer de Chine méridionale. Ce n'est pas très bon signe. Au fil des mois, on voit en fait émerger de véritables constructions sur ces nouveaux îlots artificiels. Là encore, tout le monde s'interroge, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va se passer? Xi Jinping s'est petit à petit créé une véritable base militaire en mer de Chine. À sa table, les 4 républiques autoritaires d'Asie centrale
et surtout 2 nouveaux venus, l'Inde et le Pakistan, 2 puissances nucléaires rivales que Xi a réussi à réunir. 本次会议是上合组织扩员后8个成员国领导人齐聚一堂的首次峰会，具有历史性意义。随着成员国数量增加，我们的力量进一步壮大，地区各国人民和国际社会对我们的关注和期待越来越多。